cet échange, cette table ronde, qui s'appelle, de manière presque contradictoire, une production laitière en France, questionnée, voire en danger, et pourtant elle est reconnue comme peut-être la plus durable au monde, et peut-être la plus compétitive aussi. Alors, par rapport à ce dilemme, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est compliqué, et surtout dans une salle de syndicalistes, hein, où le but quand même, évidemment, de votre activité, c'est de défendre le métier. Ben, comment, dans ces difficultés que vous rencontrez tous les jours, on peut quand même tirer des éléments, je ne veux pas dire d'espoir, mais des éléments pour croire à l'avenir. Ben, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Alors d'abord Jean-Louis Perrault, donc Jean-Louis en pré-retraite progressive de chercheur, chercheur à l'INRAE. Tu as été chercheur toute ta vie, hein, donc voilà. Tu es membre de la direction scientifique de l'INRAE sur les questions d'élevage, et on peut dire que tu as vraiment une passion pour les ruminants, on y reviendra. Ton domaine, c'est l'agroécologie, la zootechnie, et tu as eu aussi des activités au niveau européen, que tu as toujours d'ailleurs, dans un groupe de travail européen sur l'élevage. Tu nous en parleras peut-être un petit peu. Olivier, donc Olivier de la Méa, 24 ans chez Danone, 5 ans dans Végétal, chez Avril, dans le groupe Avril, a rejoint en 2022 le groupe Savencia, et depuis septembre, directeur général de ce groupe. Voilà. Donc ça sera aussi très intéressant de savoir ce que les industriels privés, attendent aussi de vous, producteurs de lait, aujourd'hui en 2022. Et puis Stéphane, je ne sais pas s'il faut le présenter, mais bon, rapidement, 40 vaches laitières Montbéliard, je ne me trompe pas, dans la Loire, pour une AOP très connue, la Fourme de Montbrison, c'est ça. Et alors, quand même, petite anecdote qui n'en est pas une, éleveur depuis 7 générations dans la famille. On remonterait jusqu'en 1741. 1745, voilà. Ça mérite d'être noté. Bon, allez, on va tout de suite rentrer dans le fil du débat. Pour alimenter les échanges, on va commencer par une présentation pour chacun d'entre vous, courte, hein, 1 ou 2 diapos, et puis après on échangera tranquillement. Et en dernier lieu, à la fin de nos échanges entre nous, hein, on va faire une petite causerie, et ben on vous donnera aussi la parole pour évidemment compléter si vous avez des questions. Jean-Louis, à toi. Oui, je veux bien commencer. Donc en guise d'introduction, le message que je voudrais faire passer, il est dans le titre, hein. L'élevage laitier, il est au cœur d'une agriculture durable, c'est-à-dire on ne peut pas séparer l'élevage de l'agriculture ou l'agriculture de l'élevage. J'ai mis la vache là au centre du cerf parce que pour moi elle est source, enfin la vache, l'élevage avec des bovins, source de solutions à plein de problèmes. Même si lui-même peut avoir des points à améliorer. Premier point, l'élevage, il a des apports nutritionnels. On est dans une phase de transition alimentaire. Partout, on entend qu'il faut manger moins de produits animaux, plus de légumineuses. Bon, je pense qu'on peut être d'accord avec cette voie de progrès. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans toutes les simulations faites par les nutritionnistes, il est très très difficile de baisser la consommation de produits laitiers pour garder un régime durable au sens il apporte tous les oligo-éléments, toutes les vitamines, tous les acides gras essentiels et tous les acides aminés. On peut baisser beaucoup plus facilement la consommation de viande que de produits laitiers. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer un peu les produits laitiers, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un point important. Et puis derrière, on voit bien que le troupeau laitier, il est coproducteur de viande et de lait. Enfin, producteur de lait et coproduit de viande. Deuxième point important, c'est l'élevage de ruminants tout particulièrement. Il a une bonne idée, le ruminant, c'est qu'il a un rumen pour digérer la cellulose. Ça veut dire qu'il est capable de remettre dans la chaîne alimentaire toute une série de biomasses que nous, êtres humains, on n'est pas capable de consommer et de digérer. Alors on accuse toujours les ruminants du méthane, mais en fait le méthane c'est juste la petite contrepartie de l'aptitude extraordinaire du ruminant de digérer la cellulose, qui je rappelle, c'est le premier glucide produit par photosynthèse sur Terre bien avant l'amidon. Hein.
Donc sans les ruminants, enfin les ruminants ou les herbivores, hein, pas que les ruminants, on aurait bien du mal à valoriser cette ressource-là. Et chez nous, quand on dit que l'élevage est en compétition avec l'alimentation humaine, bah c'est vrai quand on va vers des élevages qui consomment beaucoup de céréales, mais quand on est vers des élevages qui consomment beaucoup d'herbes, c'est pas du tout vrai. Et en France, une vache laitière en système, on va dire, le plus intensif, produit un peu plus d'1 kilo de protéines dans son lait et sa viande par rapport aux protéines consommées par l'homme qu'elle a elle-même mangé, par exemple du tourteau de soja. Mais dans des systèmes très herbagés, on produit plus de 2 kg, 2,5 kg de protéines dans le lait et la viande par rapport à ce que l'animal a mangé. Donc c'est un recyclage extraordinaire. Et là, dans ces systèmes-là, c'est pas du tout en compétition avec l'alimentation humaine. On y reviendra peut-être dans la discussion. Troisième point, c'est on met toujours en avant ces gaz à effet de serre parce qu'on a une approche très linéaire de l'agriculture. Hein. Quand vous discutez, voilà, on analyse c'est quoi le coût carbone de la viande, c'est quoi le coût carbone du lait, c'est quoi le coût carbone des cacahuètes, et on oublie que tout ça fonctionne l'un dans l'autre. Mais n'empêche qu'il faut quand même réduire les émissions des troupeaux de ruminants. Alors, il peut y avoir les additifs, bon, on pourra en rediscuter peut-être, ça peut être plus ou moins bien admis par la société quand même. Ce qu'on peut faire, c'est réduire un peu les effectifs. Sans toucher à la production. On a beaucoup d'animaux que je qualifierais de non productifs, où on ne tire pas assez parti de nos animaux en France et en Europe d'une façon générale. En France, on fait véler trop tard les génisses, ça c'est clair. Donc on a tout un pool d'animaux qu'on nourrit, qui émettent des gaz à effet de serre et qui ne servent pas à grand-chose. Une génisse Holstein, ça peut véler à 24 mois, même parfois un petit peu avant. Et puis surtout, les vaches laitières ne font pas des carrières assez longues. Souvent, on a un taux de renouvellement de 35-40% dans les troupeaux, ce qui est beaucoup, et du coup, on a peu de jours de production pour une vache par rapport à son nombre de jours de vie. Donc là, on a des gains d'efficience majeurs à faire, et gagner une lactation par vache, c'est 10 à 12% de gaz à effet de serre de moins par litre de lait sur cette vache. Hein. Donc c'est un gain majeur. Et puis, comme on est dans une chaîne circulaire, bien utiliser les effluents d'élevage, c'est important, notamment à un moment où les engrais sont très chers. Et puis, le coût-geste de la production de l'azote engrais organique, c'est zéro par rapport au coût-geste de la production d'engrais minéral, qui est énorme, hein, 60 mégajoules pour faire 1 kg d'azote minéral, et je ne vous dis pas les émissions de N2O qu'il y a. Donc, bien utiliser les effluents d'élevage, c'est une façon de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. On ne fera pas une filière laitière zéro carbone, on ne fera pas une filière blé zéro carbone, on fera éventuellement une agriculture zéro carbone. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut bien avoir en tête, et il faut que les filières travaillent ensemble sur ce gros enjeu. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister dans cette introduction, c'est les animaux, et les ruminants tout particulièrement, sont capables de valoriser une grande diversité de ressources. Ce qui veut dire qu'on peut gagner beaucoup sur le volet autonomie protéique et azotée. On oublie un peu trop l'autonomie azote, hein. J'avais parlé des engrais juste avant. C'est vraiment l'autonomie protéique. Il y a toute une source de biomasse qui peut être cultivée et utilisée par les animaux pour gagner en autonomie. Alors bien sûr, il y a la prairie. Moi, je compte beaucoup sur les cultures à double finalité. On fait de l'huile et des protéines, on fait de l'énergie et des protéines. Les cultures mixtes, 2 cultures en même temps dans une même parcelle, ou 3 cultures en 2 ans. On voit bien que tous les rendements de toutes les cultures plafonnent aujourd'hui. Donc le modèle une culture, une année, une parcelle, il faut qu'on en change un peu, qu'on évolue dans ce cadre-là. Et puis diversifier les rotations, c'est aussi accroître la biodiversité, et par définition, hein, avec des plantes qui fleurissent à différents moments de l'année, et donc ça fait des ressources pour les insectes butineurs aussi, pour assurer la pollinisation. C'est aussi une source de résilience face au climat. Si on a plusieurs cultures, elles ne souffrent pas toutes de la même façon au même moment dans l'année quand il y a un épisode trop de sécheresse, trop de pluie, enfin n'importe lequel. Et puis, dernier point, c'est diversifier les rotations, c'est limiter l'usage des pesticides. Et ça, c'est très bien. Et donc, l'élevage intervient aussi à ce niveau-là pour réduire l'usage des pesticides. C'est bien montré dans le plan éco-phyto en France, où c'est bien les fermes de polyculture-élevage qui ont l'usage des pesticides les plus faibles. Non seulement c'est l'usage le plus faible, mais c'est dans ces fermes-là que les pesticides se réduisent le plus rapidement. Donc on voit bien que, ok, l'élevage a des soucis, hein, il n'y a pas de problème, il y a des points qu'on peut améliorer, mais c'est aussi un vecteur de solution pour plein de problèmes à l'agriculture, et que l'agriculture doit se raisonner de façon circulaire, et malheureusement, on l'évalue beaucoup trop de façon linéaire pour l'instant. Alors, Stéphane, beaucoup d'atouts finalement pour l'élevage des vaches laitières.
à condition qu'elle mange de l'herbe, hein, on a un peu entendu ça quand même, moins de pesticides, moins de vaches improductives, mais pour le vice-président de la FNPL, bah, c'est plutôt des éléments favorables, non? Là, il y a des atouts qu'on peut mettre en avant. Il y a des atouts, on les met en avant. Aujourd'hui, devant une salle qui est de producteurs laitiers, on les met en avant et on sait l'utilité de l'élevage. Ce qui me fait réagir de M. Perrault, c'est le bienfait de l'élevage. Qu'on connaît depuis longtemps, on a l'impression que c'est un scoop. C'est faux, c'est bien l'élevage qui nous a donné une autonomie alimentaire. Au-delà du lait qu'on produit, c'est quand même la vie des sols qu'on met dedans. Vous soulignez, M. Perrault, et c'est là que, c'est pas à vous que je vais faire le procès, mais on a des détracteurs sur l'élevage. Mais pourquoi on a ces détracteurs-là? À quel niveau? Vous avez souligné que l'utilité du lait pour notre croissance est nécessaire. Donc on ne peut pas y aller contre. Ce qui, moi, en tant que syndicaliste, m'agace à un plus haut niveau, c'est qu'une minorité prend la parole. J'ai échangé avec vous hier, court-termiste, va tout de suite très court, et ne se rend pas compte aujourd'hui de l'impact que sera à 20 ou à 30 ans. Je prends l'exemple qu'a pris Thierry hier, notre président, sur l'énergie. On a pris des positions à 10 ans. Regardez dans le contexte on trouve aujourd'hui. Et c'est une incertitude pour nous. Alors j'aimerais qu'il y ait quand même... Je regrette que le ministre ne soit pas là. J'ai tendance à les secouer en tant que syndicaliste, puis ils en ont besoin. Parce qu'on dit que souvent c'est des personnes politiques level. Moi je ne sais pas s'ils sont si level que ça. Ou si juste il y a leur carrière qui leur plaît et le reste ils s'en préoccupent pas. Et ça me désole. Ça me désole parce qu'on ne donnera pas un avenir à nos générations futures et on ne nourrira pas. Et c'est là, aujourd'hui, je ne veux pas faire un débat syndical parce que ça va... Je vais monter dans les tours. On a nourri cette planète avec une quantité et une qualité. Vous avez souligné les phytos. Oui, il faut que nos sols soient pourvus de matière organique pour aujourd'hui moins d'essivage et une résistance au sec, qu'on oublie de dire souvent. La matière organique fait une résistance au sec. Moi, j'aimerais que... Comment peut-on faire pour être fier de notre élevage? Voilà. J'ai entendu, on a des adaptations, on a toujours su faire. La FNPL, je crois que c'est le 74e ou 75e congrès qu'elle a fait, qu'elle existe depuis 1944, elle s'est toujours adaptée. Et il n'y a pas de souci, les producteurs laitiers sont adaptés. La force qu'on veut, aujourd'hui, comment fait-on à la sortie de cette table ronde, ou les messages qu'on peut donner, c'est de garder du lait sur tous les territoires, très important, parce qu'on le voit très bien, les territoires qui sont perdus en lait aujourd'hui en élevage, la biodiversité a disparu. Nous, éleveurs laitiers, on ne souligne pas assez. Ça, c'est la première des choses. Comment fait-on aujourd'hui pour ces détracteurs? Comment fait-on aujourd'hui pour les empêcher ou qu'ils ne passent pas ce discours populiste qui est dangereux? Et puis peut-être pour compléter, les détracteurs en question, ils ne sont pas là, donc, mais déjà, au point de vue recherche, parce que tous vos atouts que vous mettez en avant, ils reposent sur des études, sur de la science rationnelle. Comment ça se fait que ces arguments favorables ne soient pas aussi populaires qu'ils devraient l'être au niveau de la recherche? Vous faites passer votre boulot de vulgarisation, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la recherche n'est pas toujours rationnelle, justement. Non, mais effectivement, je pense qu'on est face à un public qui connaît bien toutes ces questions-là, mais la majorité des Français ne la connaissent pas. Vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire dans le Massif central? Du bovin allaitant ou de la forêt qui fera du bois pour se chauffer? Je pense que les gens peuvent répondre du bois pour se chauffer. C'est une autre utilisation de la surface, tout aussi intéressante peut-être que de faire du bovin allaitant. Alors je le dis comme ça parce que c'est comme ça que ça se pose dans les grandes réflexions sur l'avenir de l'élevage en Europe. Je suis dans un projet européen où on réfléchit là-dessus. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été faits sur l'avenir de l'agriculture en Europe. Tous ces scénarios ont des hypothèses de départ très différentes. C'est soit on libère de la surface pour faire de l'énergie, méthane, soit on fait une Europe agroécologique où il n'y a plus d'engrais, plus de pesticides et tout le monde vivra heureux. Tous ces scénarios, ils ont un point commun, l'élevage doit diminuer. Un petit peu, c'est 30%, beaucoup, c'est 50% à l'échelle européenne. Donc on est dans ce scénario-là parce que justement, les gens n'ont pas réfléchi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où en interne aux filières, il y a des gains d'efficience majeurs à faire.
par rapport à ce qui a été déjà fait, mais il faut changer un petit peu la façon de raisonner, il faut le raisonner global. Et je pense que là, on va avoir un projet européen où je veux faire passer ces idées-là pour montrer que, l'élevage, il est porteur de solutions, mais non seulement porteur de solutions, au-delà de dire il l'est, il faut vraiment le démontrer avec des chiffres. Tout à l'heure, on a parlé de la biodiversité, c'est vrai, mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucun indicateur pour le quantifier, quoi. Donc, alors, ok, on va vous dire les gaz à effet de serre, c'est tant par kilo de lait, mais vous faites combien de biodiversité par kilo de lait? C'est compliqué, c'est pas simple. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a des choses à faire dans ce cadre-là, et il faut qu'on le fasse. Et c'est toute la chaîne qui doit être impliquée dans cette vision-là. Et moi, j'insiste beaucoup sur les approches interfilières, parce que c'est là où on a des marges de manœuvre qu'on n'a pas encore beaucoup explorées. Ok, donc interfilière, c'est-à-dire élevage, y compris, et production végétale. Élevage et production végétale, élevage entre eux, complémentarité. En Bretagne, moi je viens de la Bretagne, je travaillais, je suis limousin plutôt, donc j'aime bien l'élevage à l'étang surtout, mais en élevage breton, complémentarité lait et porc, on ne l'a jamais abordé, alors qu'il y a plein de choses à faire, Et puis, c'est évident, complémentarité, élevage et culture, voire élevage et arboriculture, dans certains cas, parce que vous remettez des poules dans les vergers, et il y a moins de traitement de pesticides, parce que les poules mangent les vers, mangent les insectes, tout simplement, ou les pommes pourries. Alors, Olivier, du côté des entreprises comme la vôtre, donc Savencia, c'est 3 milliards 600 000 litres de lait, 7 000 producteurs collectés, c'est ça? Bon. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à une salle d'éleveurs sur vos besoins en lait, et de préférence en lait français, mais bon, on va y revenir. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de retrouver la FNPL, puisque je m'étais absenté quelques années. Je voulais d'abord partager quelques chiffres pour redire un petit peu ce que c'était que la transformation privée. Je vais parler surtout de la partie privée que je connais. C'est une centaine d'entreprises en France qui sont principalement d'ailleurs des entreprises généralement qui sont familiales et qui vont de la PME, l'ETI jusqu'à des grands groupes. On a la chance d'ailleurs d'avoir parmi nous des grands groupes qui sont aussi mondiaux. Il y a quatre grands industriels français qui sont dans le top 20 au niveau mondial. Et dans les privés, évidemment, il y a Danone, il y a Lactalis et puis il y a Savencia. Ce sont généralement des entreprises qui travaillent bien sur le lait de vache, mais qui travaillent souvent aussi la chèvre et la brebis. Ça représente, j'ai mis quelques chiffres, c'est 36 000 salariés dans 80 départements. C'est 40 milliards de chiffre d'affaires quand on prend la totalité, et c'est 20 quand on prend la partie privée. On transforme à peu près 11 milliards de litres de lait avec le privé, sachant que la totalité des 24 milliards elle est transformée ensuite par la partie coopérative. Et ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on a un ancrage, quand on prend la totalité de la filière, les 300 000 personnes qui travaillent dans le lait en France, on a quand même un impact économique qui est extrêmement significatif, tous ensemble, pas uniquement quand on garde chacun des jalons. Et puis on a aussi une force, c'est qu'on a beaucoup d'AOP, on en a une cinquantaine, on a une dizaine d'IGP, qui certes vont avoir de la valeur en France, et on le verra aussi, ont de plus en plus de valeur à l'international. Alors c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est quels sont un peu les sujets sur lesquels, au-delà des chiffres, la transformation est engagée aujourd'hui dans votre aval, en quelque sorte. C'est le slide suivant. Le premier, évidemment, on investit comme vous dans les terroirs, puisque quand on fabrique, quand on transforme du lait, qu'on fabrique du fromage, qu'on fasse des yaourts, ou qu'on transforme de la crème, à un moment donné, on est proche de vous, nos usines sont proches. Je prends l'exemple de Savencia, on a une quarantaine de laiteries en France, elles sont toutes ancrées dans les régions, pas loin d'ici. On a le Toli, Ouilou, où est né Caprice des Dieux et Géramont, où sont nés Caprice des Dieux et Géramont, ils sont proches de vous. Et ça c'est important parce que chaque fois qu'on investit dans nos usines, quelque part dans nos laiteries, on investit, comme vous quand vous investissez dans vos fermes, dans les territoires, et c'est ça qui donne aussi le dynamisme économique et qui entretient la vie dans les provinces. Le deuxième point, et il est absolument fondamental, c'est que on regarde souvent avec un regard français notre filière laitière, mais la filière laitière française, elle va bien plus loin que la France, puisqu'elle est vendue à travers le monde. Aujourd'hui, plus de 40% de ce qui est produit, du lait que vous produisez en France, il est revendu à travers le monde sous forme de beurre, de crème, de fromage, de yaourt. Il est transporté
Si je prends des exemples très concrets, on fabrique nos Autoli à côté le Géramont, mais le Géramont, vous le trouvez peu en France, il est vendu surtout en Allemagne. En Normandie, à Condé, on transforme beaucoup de crème fraîche. Eh bien, elle est vendue et elle est très appréciée en Asie. Et ils sont très gourmands de crème fraîche en Asie. Et quand on est en Asie, non seulement on vend la qualité française, la sécurité alimentaire française, mais on vend aussi l'image de la gastronomie. Et ça nous permet de valoriser aussi, et donc de justifier un transport avec le surcoût que ça génère, bien entendu. Et c'est très important parce que cette valeur-là, elle est là aujourd'hui, mais elle a de l'avenir, elle a beaucoup d'avenir. On manque aujourd'hui, c'est le paradoxe, hein, on manque de crème, on pourrait vendre plus de crème en Asie encore. On n'arrive pas à servir le marché. D'ailleurs, on a du mal même à le servir en France en ce moment. Moi, je reviens après 5 ans d'absence et je découvre la déprise, qui n'était pas le cas dans les années où j'étais dans le lait initialement. Et c'est un vrai sujet difficile parce qu'il y a des débouchés et on a du potentiel. Bon, le troisième point, on l'a déjà évoqué, c'est évident que le lait est absolument une matière essentielle et vitale. Elle est critiquée, elle est vilipendée. Parfois, on sait aussi qu'il y a beaucoup de débats qui peuvent être très discutables. On sait que nutritionnellement, c'est un aliment absolument essentiel. On sait aussi, et on le voit dans certains pays où la consommation de viande a commencé à diminuer, que celle de fromage, par exemple, tient et se développe même. Pourquoi ? Parce que c'est dans les régimes flexitariens, eh bien, le fromage est une alternative intéressante pour apporter des protéines, parce que ce n'est pas uniquement en mangeant des légumineux que les gens vont réussir à avoir leur dose de protéines végétales quotidienne. Le dernier point, c'est celui qu'on a commencé à évoquer, c'est que il y a du potentiel, moi j'ai aucun doute, et c'est ce que je disais à la fin. Moi, je suis venu aujourd'hui témoigner qu'on a un enjeu de développement de cette filière française au niveau France et monde, et que c'est un agenda qu'on a en commun, et que moi je crois qu'on en a sous le pied, entre guillemets. Voilà, je pense qu'on a vraiment des possibilités de se développer, et qu'on n'est pas au bout de l'histoire. En revanche, on a un agenda commun, parce qu'on a une transformation qu'il va falloir qu'on adresse. Le changement climatique, c'est plus un débat, c'est une réalité scientifique. On va être challengé. Quand moi je regarde l'empreinte CO2 de Salentia, si je regarde mon scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire à la fois ce que je fais chez moi, mais aussi ce qui est fait dans mon amont, 80% à peu près vient de l'amont agricole. Ça veut dire que la solution, on va la construire ensemble. Et là où moi je rejoins complètement ce que vous avez dit, c'est que je pense que l'agriculture, c'est une solution. J'ai passé 5 ans avant de rejoindre Salentia dans le groupe Avril, où j'ai beaucoup travaillé sur les grandes cultures et le potentiel des grandes cultures. Et quand on regarde la ferme France dans sa globalité, elle a entre les mains la solution pour nous permettre d'adresser cet enjeu environnemental. Je pense que c'est un défi qui est à la fois impressionnant, mais je pense que c'est une très belle opportunité et il faut qu'on travaille ensemble pour le faire. Alors Stéphane, joli constat là, bel horizon pour des débouchés pour les produits laitiers dans le monde, donc un besoin sur des produits à haute valeur ajoutée. C'est une bonne nouvelle pour la filière et pour les éleveurs. C'est une bonne nouvelle, c'est un constat qu'on fait depuis longtemps quand même. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très content d'entendre ce que vous dites. La seule chose, je suis obligé de vous le dire, il faut rémunérer correctement le producteur. Ça fait partie de la règle du jeu. Bon, j'étais obligé de vous le dire. Voilà. J'aurais été déçu. Il m'en aurait voulu, là, voilà. Mais au-delà de ça, moi j'entends, et moi je trouve qu'on a cette table ronde, du côté environnemental, du côté économique, ce qui fait notre société, qui est un système de société, c'est le sens de notre métier. Voilà. Et moi j'entends souvent, quand on parle avec vous, ou quand on parle avec nos agriculteurs de territoire, c'est nourrir. Et c'est ça qui donne tout le sens à notre métier. On parlait de communication, on se pose la question de renouveler nos générations, mais avec des messages comme ça, notre métier il a un vrai sens. Quand on le regarde, on nourrit, on travaille avec le sol, on travaille avec des animaux vivants, c'est passionnant aujourd'hui. Et si on a de la reconnaissance des citoyens, mais on a un des plus beaux métiers au monde. Voilà, il faut de la reconnaissance. Je voudrais juste revenir, monsieur Perrault, sur ce que vous venez de dire. Il faut qu'on réduise les gaz à effet de serre. Et il faut diminuer l'élevage. On diminue l'élevage français de ruminants à 100%. J'ai pas dit tout à fait ça. Non, mais moi je vais très loin, parce que ceux qui ont ces idées-là vont très loin. On diminue à 100%. Quel impact ça aura sur la planète? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ah, oui, aucun. Enfin, voilà, mais c'est ce que je voulais entendre. Non, mais c'est une réalité, ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, en fait. J'ai pas dit ça. En gros, l'Europe, c'est 8% des bovins mondiaux.
L'Europe consomme 15% de la viande mondiale. Donc on peut réduire notre consommation de viande, on peut réduire nos bovins, ça ne changera pas les enjeux de la planète. Ça changera éventuellement notre stratégie nationale bas carbone. Bon, parce que le gaz à effet de serre, c'est mondial, mais on le raisonne par pays. Moi, ce que je veux, ce sur quoi je travaille, c'est arrêtons de dire qu'on va améliorer l'empreinte carbone de notre alimentation parce qu'on va réduire la consommation de produits animaux. Il faut sûrement produire nos produits animaux de façon différente de qu'on fait aujourd'hui, mais ce n'est pas de réduire la consommation de produits animaux qui va, elle seule, réduire l'empreinte carbone de notre régime si notre société dit que l'empreinte carbone de notre régime est un enjeu fort. On pourrait même discuter de cet enjeu-là par rapport à d'autres sources qu'on fait des missions, je ne sais pas, les voitures, les transports, enfin tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'on a des solutions vraiment importantes, gagnantes à faire. Alors gagnantes pour la société, pour les éleveurs, sur la façon de produire nos produits animaux, et en particulier le lait, parce qu'on a, avec la filière laitière, on a des marges de manœuvre qui sont très très importantes, notamment avec l'entrée beaucoup plus volontariste des légumineuses. On peut par exemple, on peut être surpris pourquoi on utilise si peu de luzerne dans l'alimentation des vaches laitières, alors que les vaches laitières américaines, c'est toutes des rations maïs-luzerne. Pas du tout chez nous. Remettre de la luzerne dans nos rotations, ça serait très bien pour les agriculteurs. Pour nous, les 2,5 millions de vaches laitières qui mangent du maïs l'hiver, elles auraient, pour certaines d'entre elles, du maïs, de la luzerne. C'est une très bonne façon de réduire nos importations de soja, qui sont aussi mises en avant pour d'autres raisons. Donc voilà, donc on a sur notre sol, on a la chance en France d'avoir relativement beaucoup de surface agricole et donc des degrés de liberté importants que n'ont pas certains de nos partenaires, Danemark, Pays-Bas ou autres, partenaires ou concurrents, présentez-les comme vous voulez, mais on a cette chance-là et utilisons bien notre sol, et bien utiliser notre sol, si possible, pas faire d'énergie en utilisant les surfaces, pas faire de méthane. Peut-être des panneaux photovoltaïques avec des animaux en dessous, mais la production de méthane avec du maïs, c'est pas efficient. C'est pas efficient. Merci pour ces précisions. Olivier, vous avez évoqué que vous manquiez de crème pour l'exportation aujourd'hui. Ça veut dire que vous manquez de matières premières lait produit en France. Est-ce que c'est une inquiétude là que la source du lait produit dans nos fermes laitières en France se tarisse? Et vous ne l'aviez pas vu venir, ça? Alors, comme je vous le disais, moi je suis revenu depuis peu, donc j'ai découvert des chiffres qui m'ont extrêmement surpris, puisqu'effectivement, depuis 5 ans, on voit une baisse de la collecte en France, une baisse de la production. Et au moment où on voit bien que peut-être qu'au niveau France, les niveaux de consommation des produits laitiers sont très élevés et qu'ils ne vont pas continuer à grimper au ciel, mais quand on regarde au niveau mondial, je vais vous donner 2 chiffres. La consommation de fromage en France, on mange à peu près 27 kg de fromage en France. En Chine, ils en mangent 100 grammes. Au Japon, 4. En Corée, 2. Imaginez que les Chinois se mettent à manger 200 grammes. Juste ça. Ça aura un appel d'air qui va être conséquent. Alors on peut laisser la place aux Nouveaux-Zélandais, mais moi je ne crois pas. Je pense que les bons produits français ont énormément de potentiel de l'autre côté du globe. Et donc, l'un de nos enjeux aujourd'hui, moi je vois dans les plans qui ont été construits chez Savencia, c'est notamment de réduire, comment on fait pour réduire cette baisse de collecte, en encourageant effectivement à la reprise, en encourageant notre amont, en accompagnant notre amont du mieux possible pour permettre de lutter contre cette tendance qui pour nous est effectivement un risque. Alors le lait ne va pas disparaître, mais c'est vrai que sa diminution aujourd'hui, elle est handicapante. On sait en plus que dans certains pays, il y a des décisions un peu radicales qui ont été prises, je ne vais pas citer les Pays-Bas, et même la Nouvelle-Zélande qui parle de caper. Ça veut bien dire qu'on est entré dans un monde laitier au niveau mondial, c'est ça qui tire les prix vers le haut, alors ça va vous aider peut-être et vous rassurer de ce point de vue-là, puisque quand on coupe un peu l'offre, ça aide si la demande tire, et la demande elle va continuer à tirer. Mais on a un vrai agenda parce que le lait français, de par à la fois la qualité qu'il représente, la diversité qu'il représente, la sécurité alimentaire qu'il représente, et quand on y associe la transformation, l'image gastronome de l'alimentation française a véritablement un potentiel de rayonnement très important. Et quand je me promène et que je vois aux États-Unis en faisant ma tournée de découverte que Kerrygold, la marque des Irlandais, est en train de s'implanter partout avec du beurre, à raconter que les vaches irlandaises sont formidables parce qu'elles passent leur vie dans les prés, je me dis que le beurre français, on sait bien le faire aussi, on en mange sans doute un peu plus que les Irlandais d'ailleurs, et donc c'est à nous de faire ce boulot-là à l'international.
Oui, Jean-Louis, tu voulais apporter une précision? Oui, rajouter juste un point, c'est qu'effectivement, il y a une demande mondiale qui ne peut que s'accroître. Même si les Chinois, déjà chaque Chinois mangeait 10 grammes de fromage par jour, déjà ça boosterait notre production. Et puis surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le lait, contrairement à d'autres produits animaux, ne peut pas se produire partout. Il faut des conditions de sol, de climat pour la production de fourrage. Et il n'y a pas tant de régions dans le monde où on peut faire du lait. Et la France est une de ces régions. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête, quoi. C'est que même sur un plan mondial, on a ce rôle-là, même s'il y a un peu de changement climatique chez nous, mais il se fera aussi dans d'autres régions du monde, on est une des rares régions de France, du monde, assez privilégiées pour faire du lait, quoi. Il faut vraiment avoir ça en tête en permanence. Alors, la France, terre de lait, je crois que bon, c'est Bah oui. quelques mots qui résonnent un petit peu. Et Stéphane, qu'est-ce que les producteurs, les éleveurs pourraient attendre des entreprises pour justement que cette France terre de lait perdure, que les fermes continuent à être en activité dans la plupart des régions, etc. Que les fermes continuent. Quand on vient d'entendre plusieurs choses, on vient d'entendre l'utilité qu'on a sur l'environnement et les effets positifs qu'on amène. Quand j'entends M. Delamea qui dit aujourd'hui on peut exporter, et je le souligne, c'est plus un scoop, on a quand même 8 millions de terriens qui ne mangent pas leur faim, qui ont la famine. Si nous, agriculteurs, on peut les aider, parce que quand je dis il faut nous rémunérer, oui, mais vous savez, on est dans une salle, on est modeste. Voilà, quand on gagnera 2 SMIC, voire 2 SMIC et demi, on s'en contentera. Et si derrière, on nourrit, et vous parlez beaucoup de l'Asie, moi je pense quand même à ce continent africain, qui me tient particulièrement à cœur, hein, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si on ne se préoccupe pas de ça, ça sera une immigration, je le souligne souvent, ça sera une immigration massive, qu'il faudra payer aujourd'hui. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on est prêts, là. Voilà. Maintenant, j'entends, je vois les messages positifs, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des politiques qui ont été prises, je pense à Farm to Fork, au Green Deal, qui sont détérioratrices de l'élevage. Comment fait-on aujourd'hui pour équilibrer ça? Alors c'est peut-être pas à vous, c'est peut-être à vous, Monsieur le Ministre, de nous dire clairement comment on doit faire. Donc participer à la table ronde, mais voilà, nous répondre après, il faut conserver l'élevage. Moi, on en est tous convaincus là. On est quand même une majorité. La FNPL est un syndicat majoritaire, représentatif. Si on est aux élections chantes, c'est 60%. Ça veut dire quand même qu'on a une légitimité de se faire entendre. Vous, chercheurs, il y a la science derrière. L'économie, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, on en a besoin. Mais est-ce que ces détracteurs vont continuer à faire quelque chose où dans 50 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, tout sera par terre et il faudra reconstruire? Mais c'est quand même grave, quoi. C'est là aujourd'hui. Il faut que tout le monde ait un courage à avoir de dire c'est comme ça qu'on veut. L'agriculture française et l'élevage français, on en est fiers. Il nourrit sa population, il entretient les territoires et il fait vivre son monde. Et bien ça, on doit le marteler. Olivier, j'ai bien vu le petit clin d'œil là. Non, j'aurais pas la pugnacité que tu as, mais non, mais là où je rejoins le point, c'est que il faut qu'on sorte de ce débat de on va régler le problème par la baisse, en adressant le sujet par ce que tu disais tout à l'heure, c'est il faut qu'on tende vers le bas carbone. La réponse, c'est qu'on doit être capable d'apporter des solutions, et c'est là où on doit avoir une approche globale de l'agriculture, et je reviens là-dessus à nouveau, on ne peut pas raisonner que sur la partie laitière. Mais quand on prend tout le potentiel que l'agriculture a, parce que c'est quand même au travers des sols et la capture du carbone, hein, tous les enjeux de capture, qui va capturer le carbone ? C'est pas les villes qui vont les capturer, hein. c'est bien dans les prairies, c'est bien dans les forêts que ça va s'opérer. Donc il y a un gisement potentiel de ce qu'on appelle de l'offset, de la compensation qui peut se faire par le monde agricole. Le cycle des rotations des cultures, on sait qu'il a un rôle extrêmement important. Ça veut dire que il faut qu'on arrive à travailler ensemble et que nous on vous accompagne. Hein. Je sais que ça va parce qu'il y a des enjeux financiers qui vont se poser derrière, bien évidemment. Donc chacun aura sa part. C'est-à-dire que nous, il faudra qu'on y mette un peu d'une autre, les agriculteurs aussi, les consommateurs vont devoir payer leur part aussi, et puis il faudra aussi que les pouvoirs publics nous aident, parce que le défi il est colossal. Mais la solution, elle est dans une agriculture qui va tendre vers le net zéro. Pour avoir un lait qui soit vers un net zéro, on doit être capable. Vous avez quand même vu qu'au niveau mondial, il y a des gens comme Nestlé et Fonterra, qui sont quand même pas des petits acteurs, hein. C'est la première COP néo-zélandaise et le numéro 1 de l'agroalimentaire, qui annoncent qu'ils vont travailler ensemble pour des fermes net zéro en Nouvelle-Zélande. Bon, ben, nous, on doit être capable en France, comme vous l'avez très justement dit, compte tenu de tous nos atouts, de faire la même chose pour qu'on sorte de ce débat de on va régler le problème du carbone par la baisse des volumes.
Alors, je ne sais pas au niveau de ta oui. Mais juste répondre, le carbone, j'entends, et c'est clair que le carbone se stocke dans deux endroits. Les océans, aujourd'hui, et le foncier. Mais pour qu'on stocke du carbone, il faut que le foncier soit, j'ai envie de dire, vivant. Donc il faut qu'on soit actif sur ces territoires. La culture de l'herbe, c'est une culture. Aujourd'hui, le président de la Fédé de la Vendée l'a souligné tout à l'heure, les zones qui restent en friche font quoi? Font des incendies. On a connu Bordeaux. Donc c'est bien là qu'il faut qu'on conserve l'élevage de ruminants. Et, oui, Jean-Louis, tu as évoqué l'économie circulaire tout à l'heure. Enfin, c'est un des atouts de l'élevage de ruminants et de la complémentarité végétale et élevage. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, de manière très simple quand même, mais... Oui, enfin, c'est des choses que vous connaissez évidemment, mais qui ne sont pas prises en compte dans les réflexions globales de simulation. Enfin, je suis pas mal à Bruxelles, DG Agri et autres, et je vois bien comment ça se raisonne. Et finalement, l'élevage, il est porteur de solutions s'il est bien conduit. Pour moi, l'économie circulaire, c'est ce que je vous ai dit, il faut nourrir le sol, et nourrir le sol, c'est de l'élevage. Hein, c'est le retour de matière organique par l'élevage. Il faut bien le faire, mais c'est l'élevage. Et ça fait baisser l'empreinte carbone parce qu'on émet moins qu'avec de l'engrais minéral. Et en plus, on va stocker du carbone dans le sol parce que le ruminant, il va manger de la prairie. Enfin, ça vient d'être dit. Et puis, derrière, c'est la valorisation de toutes les ressources. Enfin, moi, je pense qu'il faut valoriser toutes les ressources qui vont être produites, et ça va être des solutions très locales. On parle beaucoup d'interculture, évidemment, pour des problèmes de nitrate dans certaines régions, pour couverture du sol, etc. Ces intercultures, ça peut être aussi des aliments pour les animaux. Alors ça ne dit pas comment on va aller la chercher, comment on va nourrir les animaux, donc il y a de l'innovation à faire. Mais il y a des gisements de biomasse importants que le ruminant peut valoriser, parce qu'il reste aussi, on parle beaucoup de gaz à effet de serre, il reste aussi... l'alimentation des 9 milliards d'êtres humains sur la planète, ou des 8 milliards aujourd'hui, 9 demain, le ruminant, il a un rôle à jouer parce qu'il va être capable de valoriser toutes les biomasses que nous, on ne peut pas manger. Ce qui n'est pas vrai d'autres filières. Et donc, là, il y a des gains d'efficience majeurs à faire. Et aujourd'hui, on le voit bien déjà en France, dans certains systèmes, les bovins laitiers sont des systèmes créateurs de protéines pour l'alimentation humaine. Ils ne font pas que de la transformation de protéines végétales en protéines animales de meilleure qualité. Ils font aussi de la création de protéines. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et on retient quand même l'importance du mot-clé sol et des élevages liés au sol. Peut-être que c'est un des points qu'on ne met pas suffisamment en avant quand on parle de l'élevage de bovins laitiers. Ça a été dit ce matin là, dans un intervenant qui revenait justement sur ça. C'est aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer de remettre un peu d'engraissement dans des territoires où il n'y a plus d'élevage? Parce que c'est des territoires où il n'y a plus de matière organique dans les sols. Peut-être qu'on peut avoir des éleveurs laitiers, et ça serait vrai aussi en filière porcine de fait, qui soient des naisseurs, enfin qui soient des producteurs de lait et de viande, mais qui soient aussi quelque part des naisseurs, si on a des vaches plus robustes qu'on renouvelle moins souvent, et ça nous fait quand même des animaux qui peuvent ramener de la matière organique dans des territoires qui en auraient bien besoin aujourd'hui, des territoires où le métier d'éleveur est un peu perdu, mais faire de l'engraissement, vraiment la phase d'engraissement, c'est moins dur que de gérer de la reproduction de troupeaux. Donc on peut imaginer des solutions dans ce cadre-là. Moi je trouve que ça serait intéressant. À nouveau, on a beaucoup de surface, des rendements de culture qui stagnent aussi parce qu'il n'y a plus assez de matière organique dans les sols et que les engrais minéraux ne font pas tout. Donc il faut réfléchir à ça. Les solutions techniques, on les connaît. Le problème, c'est l'organisation de ça et la création de nouvelles chaînes de valeur. Mais ça c'est une vraie question, quoi. Alors, au niveau timing, je ne sais pas où on en est. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions à la salle? Oui? Ok. Alors, est-ce que dans la salle, on a la chance d'avoir... Ils n'ont pas de micro, donc on va leur prêter des micros. Moi, juste, le temps que le micro arrive, non, mais pas pour meubler, mais pour dire, voilà, quand on est dans ce schéma élevage, l'agriculture qu'on a construit, il faut prendre l'ensemble. Voilà. J'en conviens, on a certains petits bouts qui sont peut-être plus néfastes. Mais quand on prend l'ensemble de l'élevage laitier français, comme il occupe son territoire, aujourd'hui, eh ben, il est bénéfique. Voilà. Et il n'a pas à rougir, je le redis, il est durable, il n'a pas à rougir. Et ça, il faut que les gens l'entendent.
Et n'ayons pas, et là je tiens à le redire aux personnes qui peuvent l'entendre, n'ayons pas des visions court-termistes. Il faut qu'on ait des visions à 20 ou à 30 ans. Une vision court-termiste, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour tout le monde. Donc Valentin Crimet, éleveur de la Somme. En fait, c'est beau, c'est toutes ces belles intentions, tout ça. Alors, j'ai oublié votre nom, le monsieur chez Savencia, mais je sais qu'il y a plein de transformateurs. Puis on discutait entre nous, mon voisin, il a une idée, il dit ça fait penser à des éleveurs qui traient la vache tous les jours, puis ils ont oublié de l'inséminer. Voilà. Ils donnent à manger, ils traient, bah ouais. Nous, les éleveurs, c'est vrai, les transformateurs, ils ramassent le lait, ils le payent, hein, on a de la paye à la fin de mois, mais ils ont oublié qu'il fallait penser un peu plus loin pour avoir de la matière, quoi. Donc, puis quand ça va, comme la vache, elle n'est pas réinséminée, qu'il n'y a plus trop de lait, on appelle le veto. Alors je prendrai l'image, c'est le ministre, hein, un peu trop, on l'appelle un peu trop souvent. Et c'est vrai qu'on parlait du bilan carbone, et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment il faut qu'on peut réduire le carbone, on a vraiment des atouts formidables, tout ça, c'est génial tout ce qu'on a. Et moi, en tant qu'agriculteur, ce que je sens déjà, c'est la captation des crédits carbone par les industriels. Voilà. Vous faites penser, les transformateurs, c'est comme si il y avait le smicard qui revenait du travail, il allait faire les courses au supermarché, mais il ne mettait pas de gasoil dans la voiture pour aller travailler le lendemain. Voilà. Bon, Olivier, je crois que là, j'ai une question qui est pour vous. Le lait, ça se produit spontanément, comme ça, il n'y a plus qu'à le ramasser. C'est la cueillette, finalement. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais il est là. Non, mais la question qui est soulevée derrière, c'est effectivement tous ces efforts qui vont devoir être faits, comment ils vont être rémunérés, en quelque sorte. C'est bien le point. Et je l'ai dit tout à l'heure, je me suis pas dérobé. On aura notre part à prendre, bien évidemment. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra intégrer, sans doute dans le prix du lait, un certain nombre d'éléments qui seront en rapport avec cette transformation qui doit être menée. Dans quelle ampleur, je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais on accompagnera ce mouvement, c'est évident. Parce que si l'effort est fait en amont, il doit être rémunérateur pour les agriculteurs. Mais je vais être un peu taquin. Je viens de passer 5 ans, moi, dans les céréales. Il y a d'autres gens dans les céréales qui sont très intéressés par vos crédits carbone de demain. Et les crédits carbone qui sont faits dans une partie de la ferme qui n'ont rien à voir avec l'atelier, vous allez les proposer à qui ? Celui qui vous offrira la rémunération la plus intéressante. Donc, les crédits carbone, pour moi, sont un levier de création de rémunération à terme pour le monde agricole qui sera indépendant de simplement un ingrédient, mais qui va se raisonner à la totalité de la ferme. Donc, de ce point de vue-là, vous allez même retrouver, j'ai envie de dire, un certain pouvoir de négociation par rapport à vos différents interlocuteurs en aval, dont je fais partie. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que ça va permettre de développer de la rémunération aussi, parce qu'on sait que la rémunération n'est pas toujours facile dans le monde agricole. Donc, on ne se défaussera pas. Je redis ce que j'ai dit aussi. On va tous devoir mettre la main au portefeuille. Bien sûr les transformateurs, bien sûr les consommateurs, vous aussi d'une certaine manière aussi par les investissements que vous prendrez à un moment donné. Mais je le redis aussi, les pouvoirs publics vont devoir nous aider. Et ce n'est pas une surprise pour personne, parce que le coût de la transformation, il est colossal. On ne sait pas d'ailleurs aujourd'hui comment on va le financer. Ce qui me fait réagir sur ce dossier-là, c'est on veut un bilan carbone à 0 dans les années à venir. Moi, je l'entends. Le pays France peut le faire. On peut relever ce défi-là. Mais par contre, il faut qu'on soit très prudent de l'importation qu'on aura. De pays qui ne feront pas d'efforts et qui arriveront moins cher que nous. Ça sera, voilà, les clauses miroirs ou je pense à l'article 44 d'un Egalim, doit s'appliquer. Parce que là, on met des boulets au pied à l'agriculture française, et puis après, on amène l'alimentation d'ailleurs qui ne respecte aucune réglementation. On a parlé tout à l'heure des pesticides, on sait que certains pays, c'est quand même pas tout à fait la réglementation française. Donc là, il faut une logique là-dedans aussi. Voilà, le consommateur veut, je l'entends, il est exigeant, c'est lui qui paye à la fin, pas de souci. Mais il respecte la chaîne du bout jusqu'à la fin. Une question dans la salle, oui. Ouais, bonjour, Olivier Thibault, aussi producteur dans la Somme. Moi j'ai une question, ça sera plus pour le ministre qui va intervenir après. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a une vision sur l'énergie, sur le carbone, sur le plan énergétique à plusieurs années. Par contre la vision alimentaire, on n'en a pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on ne s'en inquiète pas du tout et qu'on pense que les assiettes vont toujours être pleines. Et moi, j'en suis pas convaincu. Et surtout aussi, effectivement, qu'est-ce que le consommateur est prêt à mettre comme argent, etc. Parce que nous, on vit sans artifice, c'est-à-dire avec vraiment le fruit de notre travail qui est vendu.
alors que, je veux dire, quand on parle des panneaux photovoltaïques, de ceci, la grille photovoltaïque, aujourd'hui, c'est subventionné. Donc on n'est pas non plus dans le même rapport de force, mais je le répète, ma question, c'est la vision alimentaire. Moi, je la vois pas, donc ça m'inquiète. Merci. Ok, ben, monsieur le ministre a bien noté votre question. Mais moi, je veux bien réagir sur un point par rapport à... Parce qu'il y a une vraie problématique qui est le pouvoir d'achat des consommateurs et leur capacité à payer plus cher l'alimentation. On est dans un moment où c'est le cas. Vous savez qu'on a énormément augmenté les prix à court terme, enfin en 2022, que ça va être à nouveau le cas en 2023, de manière extrêmement forte. Je pense que vous lisez la presse comme nous, on est actuellement en train de négocier avec la grande distribution des hausses de tarifs très importantes, à nouveau parce qu'il y a une progression du prix du lait, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, mais aussi parce qu'on a une facture énergétique colossale à répercuter, et donc il va y avoir une hausse des prix à nouveau dans les grandes surfaces. Et donc il y a un débat de fond qui est en train d'émerger, et derrière lequel il faut éviter la démagogie, c'est que les consommateurs en France, et j'ai envie de dire en particulier en France, se sont habitués depuis quelques années à considérer que l'alimentation c'était la variable d'ajustement. Quand il s'agissait de s'acheter le dernier téléphone ou le dernier abonnement Netflix ou je ne sais quelle autre dépense de nouvelles technologies, on trouvait les voies, mais quand il s'agissait de l'alimentation, finalement on réduisait. Alors on est passé de 20% à 12% des dépenses des foyers qui sont alimentaires aujourd'hui. Il faut qu'on redonne de la valeur à l'alimentation, parce que l'alimentation coûtera plus cher demain, compte tenu de tout ce qu'on vient d'évoquer. Il va falloir qu'on fasse un travail de pédagogie ensemble pour remotiver le consommateur à accepter de payer un peu plus cher son alimentation. C'est absolument essentiel et vital, et c'est extrêmement difficile, le dire, là à nouveau, vous pouvez m'accuser de dire des belles paroles, mais c'est juste une réalité. On doit décommoditiser l'alimentation et lui redonner la valeur qu'elle mérite, parce que derrière un prix payé en magasin, il y a certes une distribution, mais il y a surtout une transformation et un amont agricole qui a travaillé pour apporter ces produits de qualité et en sécurité. Oui, c'est effectivement un des enjeux récents. Alors, on me demande de conclure. Alors, juste, Jean-Marc, désolé, non mais je fais vite. On parlait tout à l'heure de l'environnement et de prendre l'environnement dans son ensemble. Dans la souveraineté alimentaire, pour moi, c'est la même chose. Si on prend une souveraineté alimentaire laitière française, on n'a aucun risque aujourd'hui. On consomme 60% de ce qu'on a. Européen, il n'y a pas de risque. Par contre, est-ce qu'on se préoccupe des frontières qui sont autour de nous? Ça, c'est une vraie question. Et là, j'aimerais qu'il y ait un programme, je ne sais pas français, mais européen, qui dise comment on considère aujourd'hui les autres continents qui nous entourent et comment on leur apporte pour qu'eux aient cette autonomie alimentaire. Parce que ça posera d'autres problèmes. Je ne veux pas démarrer le débat, mais le problème de l'immigration sera massif. Avec le réchauffement climatique et s'ils n'ont pas d'alimentation. Il faut qu'on les laisse dans leur territoire en les aidant. Ça, c'est un vrai débat. Et j'aimerais, aujourd'hui, qu'un homme politique soit clair, dire oui, il faut qu'on prenne cet enjeu. La filière laitière peut produire et doit produire pour le continent africain, qui me tient particulièrement à cœur, parce que sinon, ça sera des catastrophes humaines. Est-ce qu'on sera humain un jour-là? Et ça, il faut le penser aussi. Voilà. Merci Stéphane. Alors, vraiment pour conclure, chacun d'entre vous, un mot, un atout de l'élevage laitier en France. En résumé et en conclusion. Jean-Louis. Alors, pour moi, c'est sa grande diversité. Diversité de systèmes, diversité de modes de pensée des éleveurs, diversité de territoires. Ça, pour moi, c'est un vrai atout parce que ça nous ouvre tout un panel de solutions. Merci. Olivier. Et moi, je dirais notre filière, la filière, dans le sens où je pense que l'agriculture est la solution qu'on a devant nous, mais qu'on ne pourra le faire que si on le fait ensemble. Stéphane. Optimiste et de la reconnaissance. Vraiment de la reconnaissance pour le métier qu'on fait. Ok. Merci à tous les trois.